À l'est d'Arkham, les collines s'élèvent sauvagement et des vallées abritent des forêts profondes que nulle hache n'a jamais foulées. De sombres ravins s'étendent où les arbres s'inclinent de façon fantastique et où de minces ruisseaux ruissellent sans jamais avoir capté le moindre rayon de soleil. Sur les pentes plus douces se dressent des fermes, anciennes et rocheuses, avec leurs chaumières trapues couvertes de mousse qui semblent à jamais imprégnées des secrets de la Nouvelle-Angleterre, à l'abri de grands promontoires. Mais toutes ces demeures sont désormais abandonnées, leurs larges cheminées s'effritant et leurs façades de bardeaux menaçant de s'affaisser sous leurs toits à deux versants. Les anciens sont partis et les étrangers n'aiment pas y vivre. Des Canadiens français ont essayé, des Italiens ont essayé et des Polonais sont venus, puis repartis. Ce n'est pas à cause de quelque chose de visible, d'audible ou de tangible, mais à cause de quelque chose d'imaginaire. L'endroit n'est pas propice à l'imagination et n'apporte pas de rêves paisibles la nuit. C'est sans doute ce qui tient les étrangers à distance, car le vieux ami Pierce ne leur a jamais rien raconté de ce dont il se souvient de ces temps étranges. Ami, dont la tête est un peu bizarre depuis des années, est le seul qui reste, le seul à parler encore de ces temps étranges. Et il ose le faire parce que sa maison est si proche des champs et des routes fréquentées qui entourent Arkham. Jadis, une route traversait les collines et les vallées, filant droit là où gît aujourd'hui la lande désolée. Mais on cessa de l'emprunter, et une nouvelle fut tracée, sinueuse, vers le sud. On trouve encore des traces de l'ancienne parmi les herbes folles d'une nature renaissante, et certaines subsisteront sans doute même lorsque la moitié des creux seront inondés pour le nouveau réservoir. Alors les sombres forêts seront abattues, et la lande désolée s'endormira profondément sous des eaux bleues, dont la surface reflètera le ciel et ondulera au soleil. Et les secrets de ces temps étranges ne feront plus qu'un avec les secrets des profondeurs, un avec la sagesse cachée du vieil océan et tout le mystère de la terre primordiale. Quand je suis allé dans les collines et les vallées pour prospecter le nouveau réservoir, on m'a dit que l'endroit était maudit. On me l'a dit à Arkham, et comme c'est une très vieille ville pleine de légendes de sorcières, j'ai pensé que ce mal devait être quelque chose que les grands-mères chuchotaient aux enfants depuis des siècles. Le nom de lande foudroyée me semblait très étrange et théâtral, et je me demandais comment il était entré dans le folklore d'un peuple puritain. Puis j'ai vu de mes propres yeux cet enchevêtrement sombre de vallons et de pentes à l'ouest, et j'ai cessé de m'interroger sur quoi que ce soit d'autre que son propre mystère ancestral. C'était le matin quand je l'ai vu, mais l'ombre y rôdait toujours. Les arbres poussaient trop densément et leurs troncs étaient trop gros pour n'importe quel bois sain de Nouvelle-Angleterre. Il y avait un silence trop pesant dans les ruelles obscures entre eux, et le sol était trop mou de mousse humide et de tapis de décomposition d'innombrables années. Dans les clairières, principalement le long de l'ancienne route, se dressaient de petites fermes à flanc de collines, tantôt toutes leurs bâtisses encore debout, tantôt une ou deux seulement, tantôt une simple cheminée ou une cave qui se remplissait à vue d'œil. Les herbes folles et les ronces régnaient en maîtres, et des créatures sauvages bruissaient furtivement dans les sous-bois. Une brume d'agitation et d'oppression planait sur tout, un touche d'irréel et de grotesque, comme si un élément essentiel de perspective ou de clair-obscur était déréglé. Je ne m'étonnais pas que les étrangers ne s'attardent pas, car ce n'était pas un endroit où dormir. Cela ressemblait trop à un paysage de Salvatore Rosa, trop à une gravure interdite d'un conte de terreur. Mais même tout cela n'était pas aussi terrible que cette lande dévastée. Je le reconnus dès l'instant où je l'aperçus dans le fond d'une vaste vallée, car aucun autre nom ne pouvait convenir à une telle chose, ni aucune telle chose à un tel nom. Ce devait être le résultat d'un incendie, pensai-je en l'observant. Mais pourquoi rien de nouveau n'avait jamais poussé sur ces 2 hectares de désolation grise qui s'étendaient à perte de vue tel un grand empassement rongé par l'acide dans les bois et les champs? Elle se situait en grande partie au nord de l'ancienne route, mais empiétait légèrement de l'autre côté. J'éprouvais une étrange réticence à m'en approcher, et je ne le fis finalement que parce que mes affaires m'y conduisaient. Il n'y avait aucune végétation de toutes sortes sur cette vaste étendue, seulement une fine poussière grise, une astre que le vent ne semblait jamais disperser. Les arbres alentours étaient chétis et maladifs, et beaucoup de troncs morts distaient ou pourrissaient à la lisière.
En passant à la hâte, j'aperçus de ma droite les briques et les pierres éparses d'une ancienne cheminée et d'une cave, ainsi que la gueule noire et béante d'un puits abandonné dont les vapeurs stagnantes jouaient d'étranges jeux avec les teintes de la lumière du soleil. Même la longue montée vers les bois au-delà me parut bienvenue par contraste, et je ne m'étonnais plus des chuchotements effrayés des habitants d'Arkham. Il n'y avait ni maison ni ruine aux alentours. Même jadis, l'endroit devait être solitaire et isolé. Et au crépuscule, redoutant de repasser par ce lieu sinistre, je regagnais la ville en faisant un détour par la route sinueuse au sud. J'espérais vaguement que quelques nuages s'amoncelaient, car une étrange timidité vis-à-vis des profondeurs du ciel s'était glissée en moi. Le soir venu, j'interrogeais les anciens d'Arkham au sujet de cette lande maudite et de ce que signifiait cette expression « jours étranges » que tant d'entre eux murmuraient d'une voix évasive. Je ne pus cependant obtenir aucune réponse satisfaisante, si ce n'est que tout ce mystère était bien plus récent que je ne l'avais imaginé. Il ne s'agissait pas d'une vieille légende, mais d'un événement survenu du vivant même de ceux qui parlaient. Cela s'était produit dans les années 80, et une famille avait disparu ou avait été tuée. Les interlocuteurs restaient vagues, et comme tous me conseillaient de ne pas prêter attention aux histoires farfelues du vieux ami Pierce, je le cherchais le lendemain matin, ayant entendu dire qu'il vivait seul dans la vieille chaumière branlante où les arbres commencent à devenir très denses. C'était un endroit terriblement. Ne sachant comment l'amener à se lancer dans ses récits, je feignis une affaire professionnelle. Je lui parlais de mes relevés topographiques et lui posais des questions vagues sur la région. Il était bien plus intelligent et instruit que je ne l'avais imaginé, et avant même que je m'en rende compte, il maîtrisait le sujet autant que n'importe quel homme rencontré à Arkham. Il n'était pas comme les autres paysans que j'avais connus dans les zones où devaient être construits les réservoirs. Il ne protesta pas contre les kilomètres de vieilles forêts et de terres agricoles qui allaient disparaître, même s'il l'aurait peut-être fait si sa maison ne s'était pas trouvée hors des limites du futur lac. Il ne laissa transparaître que du soulagement. Soulagement face au destin tragique des sombres et anciennes vallées qu'il avait parcourues toute sa vie. Elles étaient mieux sous l'eau maintenant, mieux sous l'eau depuis ces temps étranges. Et sur ces mots, sa voix rauque s'abaissa, tandis que son corps se penchait en avant et que son index droit se mettait à pointer d'un geste tremblant et impressionnant. C'est alors que j'entendis l'histoire, et tandis que la voix décousue s'égrenait et chuchotait, je frissonnais à plusieurs reprises malgré la chaleur de l'été. Souvent, je devais le ramener à la réalité, reconstituer des points scientifiques qu'il ne connaissait que par un vague souvenir de cours magistraux, ou combler les lacunes de son raisonnement, là où sa logique et sa cohérence s'effondraient. Quand il eut fini, je ne m'étonnais pas qu'il ait perdu un peu la raison, ni que les habitants d'Arkham ne parlent guère de cette lande maudite. Je me hâtais de regagner mon hôtel avant le coucher du soleil, ne voulant pas voir les étoiles briller au-dessus de moi à ciel ouvert, et le lendemain, je retournai à Boston pour quitter mon poste. Je ne pouvais plus m'aventurer dans ce chaos obscur de vieilles forêts et de pentes, ni affronter une autre fois cette lande grise et désolée où le puits noir s'ouvrait profondément près des briques et des pierres éparpillées. Le réservoir sera bientôt construit, et tous ces secrets ancestraux reposeront à jamais enfouis sous les profondeurs de l'eau. Mais même alors, je ne crois pas que j'aurais envie de visiter ce pays de nuit, du moins pas quand les étoiles sinistres brillent, et rien ne pourrait me soudoyer pour boire l'eau de la nouvelle ville d'Arkham. Tout commença, racontait le vieux ami, avec la météorite. Avant cela, il n'y avait eu aucune légende sauvage depuis les procès de sorcières, et même alors, ces bois de l'Ouest n'inspiraient pas autant de crainte que la petite île du Miskatonic, où le diable siégeait près d'un étrange autel de pierre, plus ancien que les Indiens. Ces bois n'étaient pas hantés, et leur crépuscule fantastique n'avait jamais été terrifiant jusqu'à ces jours étranges. Puis était apparu ce nuage blanc de midi, cette série d'explosions dans le ciel, et cette colonne de fumée venant de la vallée, au fond des bois. Et la nuit tombée, tout Arkham avait entendu parler du gros rocher tombé du ciel, et qui s'était enfoncé dans le sol près du puits, chez Nahum Gardner. C'était la maison qui se dressait là où allait surgir la lande dévastée, la belle maison blanche de Nahum Gardner, au milieu de ses jardins et vergers fertiles.
Nahum était venu en ville pour parler de la pierre et s'était arrêté chez Ami Pierce en chemin. Ami avait alors 40 ans et toutes ces choses étranges étaient encore très présentes dans son esprit. Lui et sa femme avaient accompagné les 3 professeurs de l'université miskatonique qui s'étaient précipités le lendemain matin pour voir cet étrange visiteur venu d'un espace stellaire inconnu et s'étaient demandé pourquoi Nahum l'avait qualifié de si gros la veille. Il avait rétréci, dit Nahum, en montrant le gros monticule brunâtre qui surplombait la terre déchirée et l'herbe brûlée près du vieux puisard dans son jardin. Mais les sages répondirent que les pierres ne rétrécissent pas. Sa chaleur persistait, et Nahum déclara qu'il avait faiblement luisé pendant la nuit. Les professeurs l'essayèrent avec un marteau de géologue et constatèrent qu'il était étrangement mou. Il était, en vérité, si mou qu'il était presque plastique, et ils en prélevèrent un échantillon plutôt que de l'ébrécher pour le rapporter à l'université pour analyse. Ils le transportèrent dans un vieux seau, emprunté à la cuisine de Nahum, car même le petit morceau refusait de refroidir. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent chez Ami Pierce pour se reposer et parurent pensifs lorsque Madame Pierce fit remarquer que le fragment diminuait et brûlait le fond du seau. En vérité, il n'était pas gros, mais peut-être en avait-il pris moins qu'il ne le pensait. Le lendemain, c'était en juin 1982, les professeurs étaient revenus en foule, très excités. En passant devant Ami, ils lui racontèrent les phénomènes étranges que le spécimen avait provoqués et comment il avait complètement disparu lorsqu'il l'avait placé dans un bécher. Le bécher avait disparu lui aussi et les érudits parlaient de l'affinité de cette étrange pierre pour le silicium. Elle s'était comportée de façon tout à fait incroyable dans ce laboratoire si bien organisé. Elle n'avait absolument rien fait et n'avait dégagé aucun gaz occlus lorsqu'on l'avait chauffée sur du charbon de bois. Elle était totalement négative dans la perle de borax et elle s'était rapidement révélée absolument non volatile à toutes les températures possibles, y compris celle du chalumeau oxyacéthylénique. Sur une enclume, elle paraissait très malléable et dans l'obscurité, sa luminosité était très marquée. Refusant obstinément de se refroidir, elle ne tarda pas à susciter un véritable engouement au sein de l'université. Et lorsque, chauffée devant le spectroscope, elle a affiché des bandes brillantes ne présentant aucune couleur connue du spectre normal. On a beaucoup parlé avec enthousiasme de nouveaux éléments, de propriétés optiques bizarres et d'autres choses que les hommes de science perplexes ont coutume de dire lorsqu'ils sont confrontés à l'inconnu. Malgré la chaleur intense, on l'a testé dans un creuset avec tous les réactifs appropriés. L'eau n'a eu aucun effet. L'acide chlorhydrique aussi. L'acide nitrique et même l'eau régale n'ont fait que crépiter et éclabousser face à son invulnérabilité brûlante. Ami avait du mal à se souvenir de tout cela, mais elle a reconnu certains solvants, car je les ai mentionnés dans l'ordre habituel de leur utilisation. Il y avait de l'ammoniac et de la soude caustique, de l'alcool et de l'éther, du sulfure de carbone nauséabond et une douzaine d'autres. Mais le poids est diminué régulièrement avec le temps et que le fragment ait semblé se refroidir légèrement, aucun changement dans les solvants n'indiquait qu'ils avaient attaqué la substance. C'était pourtant un métal, sans aucun doute. Il était magnétique, entre autres, et après son immersion dans les solvants acides, il semblait y avoir de faibles traces des figures de Widmanstätten que l'on trouve sur le fer météorique. Lorsque le refroidissement fut devenu très important, les tests ont été poursuivis dans du verre. C'est dans un bécher en verre qu'ils avaient déposé tous les éclats provenant du fragment original. Le lendemain matin, ni les éclats ni le bécher n'avaient disparu sans laisser de traces. Seule une marque carbonisée subsistait sur l'étagère en bois à l'endroit où il se trouvait. Les professeurs racontèrent tout cela à Ami, tandis qu'il s'arrêtait devant sa porte. Il les accompagna de nouveau pour voir le messager de pierre venu des étoiles, mais cette fois sans sa femme. Il avait indéniablement rétréci, et même les professeurs les plus sérieux ne pouvaient douter de la véracité de ce qu'ils voyaient. Tout autour de la masse brune et décroissante près du puits, il y avait un espace vide, sauf là où la terre s'était affaissée, et alors qu'elle mesurait environ 2,5 mètres de diamètre la veille, elle n'en faisait qu'1,5 mètre. Elle était encore chaude, et les sages étudièrent sa surface avec curiosité, tandis qu'ils en détachaient un autre morceau, plus gros, à l'aide d'un marteau et d'un burin. Ils creusèrent plus profondément cette fois, et en dégageant la plus petite masse, ils constatèrent que le cœur de la chose n'était pas tout à fait homogène. Ils avaient mis au jour ce qui semblait être le côté d'une grosse globule colorée enchâssée dans la substance.
La couleur, qui rappelait certaines bandes du spectre étrange de la météorite, était presque impossible à décrire. Et ce n'est que par analogie qu'ils l'appelèrent couleur. Sa texture était brillante, et lorsqu'on la tapotait, elle semblait à la fois fragile et creuse. Un des professeurs lui asséna un coup sec de marteau, et elle éclata avec un petit claquement nerveux. Rien ne s'échappa, et toute trace de l'objet disparut avec la perforation. Il en resta un espace sphérique creux d'environ 7,5 cm de diamètre, et tous pensaient probable que d'autres seraient découverts à mesure que la substance qui les enveloppait se dissiperait. Les conjectures furent vaines. Aussi, après une tentative infructueuse de trouver d'autres globules par forage, les chercheurs repartirent avec leur nouvel échantillon, qui se révéla cependant aussi énigmatique en laboratoire que le précédent. Outre sa consistance presque plastique, sa chaleur, son magnétisme et sa légère luminosité, son léger refroidissement dans les acides puissants, son spectre inconnu, sa décomposition à l'air et son attaque des composés du silicium entraînant leur destruction mutuelle, il ne présentait aucune caractéristique identifiable. Et au terme des tests, les scientifiques de l'université durent admettre leur incapacité à le localiser. Il n'était rien de ce monde, mais un fragment du vaste monde extérieur, et, à ce titre, doté de propriétés extérieures et obéissant à des lois extérieures. Cette nuit-là, un orage éclata, et lorsque les professeurs se rendirent chez Nahum le lendemain, ils furent profondément déçus. La pierre, magnétique comme elle l'avait été, devait posséder une propriété électrique particulière, car elle avait attiré la foudre, comme le disait Nahum, avec une persistance singulière. 6 fois en 1 heure, le fermier vit la foudre frapper le sillon de sa cour, et lorsque l'orage fut passé, il ne restait plus qu'une fosse délabrée près de l'ancien puits, à moitié comblée par la terre effondrée. Creuser n'avait rien donné, et les scientifiques constatèrent la disparition totale. L'échec était complet. Il ne restait donc plus qu'à retourner au laboratoire et à tester à nouveau le fragment disparu, soigneusement enveloppé de plomb. Ce fragment dura 1 semaine, au terme de laquelle on n'avait rien appris d'utile à son sujet. Lorsqu'il disparut, aucun résidu ne fut laissé, et, avec le temps, les professeurs eurent du mal à croire qu'ils aient réellement vu de leurs propres yeux ce vestige énigmatique des gouffres insondables qui s'étendaient au-delà, ce message solitaire et étrange venu d'autres univers et d'autres royaumes de matière, de force et d'entité. Comme on pouvait s'y attendre, les journaux d'Arkham firent grand cas de l'incident et de son parrainage universitaire, et envoyèrent des journalistes s'entretenir avec Nahum Gardner et sa famille. Au moins un quotidien de Boston dépêcha également un correspondant, et Nahum devint rapidement une sorte de célébrité locale. C'était un homme mince et affable d'une 50aine d'années, vivant avec sa femme et ses 3 fils dans l'agréable ferme de la vallée. Lui et Amy se rendaient fréquemment visite, de même que leurs épouses, et Amy n'avait que d'éloges à son égard après toutes ces années. Il semblait légèrement fier de la notoriété que sa propriété avait suscitée, et parla beaucoup de la météorite dans les semaines qui suivirent. Ce mois de juillet et ce mois d'août furent chauds, et Nahum travaillait dur à la fondaison dans le pâturage de 4 hectares de l'autre côté du ruisseau Chapman. Sa charrette cahotante creusait de profondes ornières dans les chemins ombragés. Le travail le fatiguait plus que les autres années, et il sentait que l'âge commençait à se faire sentir. Vint ensuite le temps des fruits et des récoltes. Les poires et les pommes mûrissaient lentement, et Nahum se disait que ses vergers prospéraient comme jamais auparavant. Les fruits atteignaient des tailles phénoménales et une brillance inhabituelle, et étaient si abondants qu'il fallut commander des barils supplémentaires pour la récolte à venir. Mais la mûration s'accompagna d'une cruelle déception, car de toute cette magnifique profusion de fruits succulents, aucun fruit n'était comestible. Une amertume et un goût écœurant s'étaient insidieusement glissés dans la délicate saveur des poires et des pommes, si bien que la plus petite bouchée provoquait un dégoût durable. Il en allait de même pour les melons et les tomates, et Nahum constata avec tristesse que toute sa récolte était perdue. En s'empressant de faire le lien entre les événements, il déclara que la météorite avait empoisonné le sol et remercia le ciel que la plupart des autres cultures se trouvaient sur le terrain en haut le long de la route. Le matin arriva tôt et il faisait très froid. Amy voyait Nahum moins souvent que d'habitude et remarqua qu'il avait l'air soucieux.
Le reste de sa famille semblait également être devenu taciturne et ne fréquentait plus assidûment l'église ni les diverses manifestations mondaines de la campagne. On ne trouvait aucune cause à cette réserve, ni à cette mélancolie, bien que tous les membres de la maisonnée confessassent de temps à autre une santé fragile et un vague malaise. Lui-même fut le plus clair à ce sujet, lorsqu'il déclara être troublé par certaines empreintes dans la neige. C'étaient les empreintes hivernales habituelles d'écureuils roux, de lapins blancs et de renards, mais le fermier pensif prétendait y voir quelque chose d'étrange. Il ne fut jamais précis, mais semblait penser qu'elle ne correspondait pas à l'anatomie et aux habitudes des écureuils, des lapins et des renards comme elles auraient dû l'être. Ami écoutait ces récits sans intérêt, jusqu'à ce qu'un soir, en revenant de Clark's Corner, il passe devant la maison de Nahum en traîneau. Il y avait eu une pleine lune, et un lapin avait traversé la route. Ses bonds étaient plus longs que ce qu'Ami et son cheval appréciaient. Ce dernier, d'ailleurs, avait failli s'emballer lorsqu'on l'avait arrêté d'un coup de renne ferme. Dès lors, Ami prit les histoires de Nahum plus au sérieux, et se demanda pourquoi les chiens de la famille Gardner semblaient si craintifs et tremblants chaque matin. Ils avaient, finit-il par comprendre, presque perdu l'envie d'aboyer. En février, les frères MacGregor de Meadow Hill chassaient les marmottes, et non loin de chez les Gardner, ils abattirent un spécimen très étrange. Les proportions de son corps semblaient légèrement altérées d'une manière bizarre, indescriptible, tandis que son visage arborait une expression jamais vue chez une marmotte. Les garçons, véritablement effrayés, s'en débarrassèrent aussitôt, si bien que seules leurs histoires grotesques parvinrent aux oreilles des habitants de la campagne. Mais l'effarouchement des chevaux près de la maison de Nahum était désormais un fait avéré, et tous les éléments d'une légende murmurée se mettaient rapidement en place. On jurait que la neige fondait plus vite autour de chez Nahum qu'ailleurs, et début mars, une discussion fascinée eut lieu à l'épicerie de Potter, à Clark's Corner. Stephen Rice était passé en voiture devant chez Gardner le matin et avait remarqué les choux puants qui sortaient de la boue près du bois, de l'autre côté de la route. Jamais personne n'avait vu de telles choses, et elles arboraient des couleurs étranges, indescriptibles. Leur forme était monstrueuse, et le cheval avait henni à cause d'une odeur que Stephen jugeait totalement inédite. Cet après-midi-là, plusieurs personnes passèrent en voiture pour observer cette croissance anormale, et toutes s'accordèrent à dire que de telles plantes ne devraient jamais pousser dans un monde sain. On évoqua volontiers les mauvais fruits de l'automne précédent, et la rumeur courait que la terre de Nahum était empoisonnée. Bien sûr, c'était la météorite, et se souvenant à quel point les étudiants avaient trouvé cette pierre étrange, plusieurs fermiers leur en parlèrent. Un jour, ils rendirent visite à Nahum, mais peu froids de contes et légendes, ils restèrent très prudents dans leurs interprétations. Les plantes étaient certes étranges, mais toutes les plantes à feuilles de spongieuse sont plus ou moins étranges par leur forme et leur couleur. Peut-être un élément minéral provenant de la pierre s'était-il infiltré dans le sol, mais il serait bientôt emporté par l'eau. Quant aux empreintes et aux chevaux effrayés, il ne s'agissait là que de simples ragots de paysans, inévitablement déclenchés par un phénomène tel que l'aérolite. Il n'y avait vraiment rien à faire pour les hommes sérieux face à de telles rumeurs, car les campagnards superstitieux disent et croient n'importe quoi. Et c'est ainsi que durant toute cette période étrange, les professeurs se tinrent à l'écart par mépris. Un seul d'entre eux, lorsqu'on lui confia 2 fioles de poudre pour analyse dans le cadre d'une enquête policière plus d'1 an et demi plus tard, se souvint que l'étrange couleur de ce chou puant ressemblait beaucoup à une des bandes lumineuses anormales révélées par le fragment de météorite au spectroscope de l'université et à la globule fragile trouvée incrustée dans la roche abyssale. Les échantillons analysés dans ce cas précis présentèrent d'abord ces mêmes bandes étranges avant de les perdre. Les arbres bourgeonnèrent prématurément autour de la maison de Nahum, et la nuit, ils se balançaient sinistrement sous le vent. Thaddée, le second fils de Nahum, un garçon de 15 ans, jurait qu'il se balançait aussi par temps calme, mais même les commères n'y croisaient pas. Pourtant, une certaine inquiétude planait. Toute la famille Gardner prit l'habitude d'écouter en cachette, sans toutefois prêter attention à un son précis. Cette écoute était plutôt le fruit de moments où la conscience semblait vaciller. Malheureusement, ces moments se multiplièrent de semaine en semaine, jusqu'à ce que l'on dise couramment qu'il y avait quelque chose d'étrange chez les gens de Nahum. Quand la saxifrage précoce apparut, elle avait une autre couleur étrange, pas tout à fait comme celle du chou puant, mais évidemment apparentée, et tout aussi inconnue de quiconque la voyait.
Naoum apporta quelques fleurs à Arkham et les montra au rédacteur de la Gazette, mais ce dernier se contenta d'écrire un article humoristique à leur sujet, où les d'ombres craintes des paysans étaient poliment tournées en ridicule. Ce fut une erreur de Naoum de raconter à un citadin impassible comment les grands papillons moriaux se comportaient au contact de ces saxifrages. Avril apporta une sorte de folie aux gens de la campagne et marqua le début du déclin de la route qui longeait la maison de Naoum, déclin qui aboutit à son abandon définitif. Ce fut ensuite le tour de la végétation. Tous les arbres fruitiers se couvrirent de fleurs aux couleurs étranges, et à travers le sol caillouteux de la cour et du pâturage voisin surgit une végétation bizarre que seul un botaniste aurait pu rattacher à la flore locale. Nulle part on ne voyait de couleurs saines et harmonieuses, hormis dans le vert de l'herbe et du feuillage. Mais partout s'épanouissaient ces variantes frénétiques et prismatiques d'une teinte primaire sous-jacente et malade, étrangère aux nuances connues de la terre. Les culottes de Hollandais devinrent une menace sinistre, et les sanguinarias se firent insolentes dans leur perversion chromatique. Amy et les Gardner trouvèrent la plupart de ces couleurs étrangement familières et conclurent qu'elles rappelaient la globule fragile d'une météorite. Naoum laboura et sema les 10 acres de pâturage et le terrain en hauteur, mais ne fit rien des terres autour de la maison. Il savait que ce serait inutile et espérait que les étranges plantes de l'été absorberaient tout le poison du sol. Il était désormais préparé à presque tout et s'était habitué à sentir une présence menaçante près de lui, attendant d'être entendu. Le fait que les voisins évitent sa maison le pesait bien sûr, mais il pesait davantage sur sa femme. Les garçons étaient mieux lotis allant à l'école tous les jours, mais ils ne pouvaient s'empêcher d'être effrayés par les commérages. Thaddée, un garçon particulièrement sensible, était celui qui en souffrait le plus. En mai, les insectes arrivèrent et la propriété de Naoum se transforma en un cauchemar de bourdonnements et de rampants. La plupart des créatures semblaient étranges par leur aspect et leurs mouvements, et leurs habitudes nocturnes contredisaient tout ce qu'on avait connu. Les Gardner se mirent à observer la nuit, scrutant toutes les directions au hasard, à la recherche de quelque chose d'indéfinissable. C'est alors qu'ils comprirent tous que Thaddeus avait raison au sujet des arbres. Madame Gardner fut la suivante à l'apercevoir par la fenêtre, tandis qu'elle contemplait les branches gonflées d'un érable se détachant sur un ciel éclairé par la lune. Les branches bougeaient indéniablement, et il n'y avait pas de vent. Ce devait être la sève. Tout ce qui poussait désormais semblait étrange. Pourtant, ce ne fut aucun membre de la famille de Naoum qui fit la découverte suivante. L'habitude les avait émoussés, et ce qu'ils ne pouvaient voir fut entrevu par un timide vendeur de moulins à vent de Bolton qui passait par là une nuit, ignorant tout des légendes du pays. Son récit à Arkham fit l'objet d'un court paragraphe dans la Gazette, et c'est là que tous les fermiers, Naoum y compris, l'aperçurent en premier. La nuit était sombre, et les lampes des calèches faibles, mais autour d'une ferme de la vallée, que chacun savait d'après le récit être celle de Naoum, l'obscurité était moins épaisse. Une faible, quoique distincte, luminosité semblait émaner de toute la végétation, herbes, feuilles et fleurs confondues, tandis qu'à un moment donné, un fragment de phosphorescence semblait s'agiter furtivement dans la cour, près de la grange. L'herbe semblait jusque-là intacte et les vaches paissaient librement dans le pré près de la maison, mais vers la fin du mois de mai, le lait commença à tourner. Naoum fit alors emmener les vaches dans les hauteurs, et le problème cessa. Peu après, le changement d'aspect de l'herbe et des feuilles devint évident. Toute la végétation grisonnait et prenait une fragilité singulière. Amy était désormais le seul à venir à cet endroit et ses visites se faisaient de plus en plus rares. À la fin de l'école, les Gardner étaient pratiquement coupés du monde et laissaient parfois Amy faire leurs courses en ville. Leur santé déclinait étrangement, tant physiquement que mentalement, et personne ne fut surpris lorsque la nouvelle de la folie de Madame Gardner se répandit. Cela se produisit en juin, à peu près à l'anniversaire de la chute de la météorite, et la pauvre femme hurlait à propos de choses dans l'air qu'elle ne pouvait décrire. Dans ces divagations, il n'y avait pas un seul nom précis, seulement des verbes et des pronoms. Les choses bougeaient, changeaient et frémissaient, et ses oreilles vibraient à des impulsions qui n'étaient pas tout à fait des sons. On lui enlevait quelque chose, on la vidait de quelque chose s'accrochait à elle alors que ce n'était pas nécessaire. Il fallait que quelqu'un l'en empêche. Rien n'était jamais immobile la nuit, les murs et les fenêtres bougeaient. Naoum ne l'envoya pas à l'asile du comté, mais la laissa errer dans la maison tant qu'elle ne représentait aucun danger pour elle-même ni pour les autres. Même lorsque son expression changea, il ne fit rien.
Mais lorsque les garçons commencèrent à avoir peur d'elle et que Thaddée faillit s'évanouir aux causes des grimaces qu'elle lui faisait, il décida de l'enfermer au grenier. En juillet, elle avait cessé de parler et rampait à quatre pattes, et avant la fin du mois, Naoum eut l'idée folle qu'elle était légèrement lumineuse dans l'obscurité, comme il le constatait maintenant clairement pour la végétation environnante. C'était un peu avant cela que les chevaux s'étaient emballés. Quelque chose les avait réveillés pendant la nuit, et leurs hennissements et leurs coups de pied dans leur box étaient terribles. Il semblait impossible de les calmer, et lorsque Naoum ouvrit la porte de l'écurie, ils s'étaient tous enfuis comme des cerfs effrayés. Il fallut une semaine pour retrouver les 4 pitsons, et lorsqu'on les retrouva, on constata qu'ils étaient complètement inaptes et inadmissibles. Quelque chose avait craqué en eux, et il fallut les abattre un par un pour leur propre bien. Naoum emprunta un cheval à Ami pour faire les foins, mais il refusa d'approcher de la grange. Il s'effraya, refusa d'avancer et hennit, et finalement il ne put que le mener dans la cour, tandis que les hommes utilisaient leur force pour amener la lourde charrette assez près de la grange à foin pour pouvoir y déposer le foin facilement. Pendant ce temps, la végétation devenait grise et cassante. Même les fleurs à couleurs si étranges grisonnaient maintenant, et les fruits étaient gris, rabougris et sans goût. Les astres et les verges d'or fleurissaient gris et difformes, et les roses, les ignats et les roses trémières du gardin avaient une apparence si blasphématoire que Zénas, le fils aîné de Naoum, les coupa. Les insectes étrangement gonflés moururent à cette époque, même les abeilles qui avaient quitté leur ruche pour se réfugier dans les bois. En septembre, toute la végétation se désagrégeait rapidement en une poudre grisâtre, et Naoum craignait que les arbres ne meurent avant que le poison ne soit éliminé du sol. Sa femme était prise de crises de hurlements épouvantables, et lui et les garçons vivaient dans un état de tension nerveuse constant. Ils évitaient désormais tout le monde, et à la rentrée scolaire, les garçons n'y allaient pas. Mais cet ami, lors d'une de ses rares visites, qui remarqua le premier que l'eau du puits n'était plus bonne. Elle avait un goût désagréable, ni vraiment fétide, ni vraiment salé. Et Ami conseilla à son ami de creuser un autre puits sur un terrain plus élevé en attendant que la terre redevienne fertile. Naoum, cependant, ignora l'avertissement, car il était devenu insensible aux choses étranges et désagréables. Lui et les garçons continuèrent à utiliser cette eau contaminée, la buvant avec autant d'apathie et de machination qu'ils mangeaient leurs maigres repas mal cuisinés et accomplissaient leurs corvées ingrates et monotones durant ces journées sans but. Il y avait chez eux tous quelque chose d'une résignation stoïque, comme s'ils marchaient à demi dans un autre monde, entre des rangées de gardes anonymes, vers un destin certain et familier. Thaddée devint fou en septembre après une visite au puits. Il y était allé avec un seau et était revenu les mains vides, hurlant et agitant les bras, se laissant parfois aller à des rires niais ou à des murmures à propos des couleurs mouvantes là-dessous. 2 dans une même famille, c'était terrible, mais Naoum fit preuve d'un grand courage. Il laissa le garçon courir partout pendant une semaine jusqu'à ce qu'il commence à trébucher et à se blesser, puis il l'enferma dans une chambre mansardée, de l'autre côté du couloir, en face de celle de sa mère. La façon dont il se criait dessus derrière porte verrouillée était épouvantable, surtout pour le petit Merwin, qui s'imaginait qu'il parlait une langue étrange venue d'ailleurs. Merwin devenait terriblement imaginatif et son agitation s'était accentuée après l'enfermement de son frère, qui avait été son plus fidèle compagnon de jeu. Presque simultanément, la mortalité du bétail commença à s'aggraver. La volaille devint grisâtre et mourut très rapidement, sa chair étant sèche et nauséabonde à la découpe. Les porcs devinrent anormalement gras, puis subirent soudainement d'horribles transformations inexplicables. Leur viande était bien sûr immangeable et Naoum était à bout de ressources. Aucun vétérinaire de campagne n'acceptait de s'approcher de sa propriété, et le vétérinaire d'Arkham était ouvertement perplexe. Les porcs commencèrent à grisonner et à devenir cassants, se décomposant avant de mourir. Leurs yeux et leurs museaux présentaient des anomalies singulières. C'était inexplicable, car ils n'avaient jamais été nourris de la végétation contaminée. Puis un phénomène frappa les vaches. Certaines parties, voire le corps entier, se ratatinaient ou se comprimaient de façon inquiétante, et des effondrements ou des désintégrations atroces étaient fréquents. Dans les derniers stades, et la mort était toujours l'issue, elles grisonnaient et devenaient cassantes comme les porcs. Il ne pouvait être question d'empoisonnement, car tous les cas s'étaient produits dans une grange fermée à clé et restés inviolés.
Aucun animal rôdeur n'aurait pu transmettre le virus, car quel animal vivant peut franchir des obstacles aussi solides? Il ne pouvait s'agir que d'une maladie naturelle, pourtant quelle maladie pouvait engendrer de tels ravages restait un mystère. À la moisson, il ne restait plus un seul animal sur les lieux. Le bétail et la volaille étaient morts et les chiens s'étaient enfuis. Ces 3 chiens avaient disparu une nuit et on n'entendit plus jamais parler d'eux. Les 5 cas étaient partis depuis un certain temps, mais leur départ passa presque inaperçu, car ils ne semblaient plus avoir de souris, et seule Madame Gardner avait pris sous son aile ces gracieux félins. Le 19 octobre, Nahum entra en titubant chez Ami, porteur d'une terrible nouvelle. La mort avait frappé le pauvre Thaddeus dans sa chambre mansardée d'une manière indescriptible. Nahum avait creusé une tombe dans le carré familial, derrière la ferme, et y avait déposé ce qu'il avait trouvé. Rien ne pouvait provenir de l'extérieur, car la petite fenêtre à barreaux et la porte verrouillée étaient intactes, mais l'endroit ressemblait étrangement à ce qui s'était passé dans la grange. Ami et sa femme consolèrent l'homme accablé du mléchilpure, mais frissonnèrent en le faisant. Une terreur viscérale semblait planer sur les Gardner et tout ce qu'ils touchaient, et la simple présence d'un tel homme dans la maison était comme un souffle venu de contrées innommables et indicibles. Ami accompagna Nahum chez lui à contre-cœur et fit de son mieux pour calmer les sanglots hystériques du petit Merwin. Zénas, lui, n'avait pas besoin d'être consolé. Ces derniers temps, il ne faisait rien d'autre que fixer le vide et obéir à son père. Ami se dit que son sort était bien clément. De temps à autre, les cris de Merwin trouvaient un faible écho dans le grenier, et à un regard interrogateur, Nahum lui dit que sa femme s'affaiblissait beaucoup. À la tombée de la nuit, Ami parvint à s'éclipser, car même l'amitié n'aurait pu le retenir à cet endroit où la faible lueur de la végétation commençait à poindre et où les arbres se balançaient peut-être en l'absence de vent. Heureusement pour lui, il n'était pas plus imaginatif. Même ainsi, son esprit était légèrement dérangé. Mais s'il avait pu comprendre et interpréter tous les présages qui l'entouraient, il serait sans doute devenu complètement fou. Au crépuscule, il se hâta de rentrer chez lui. Les cris de la folle et de l'enfant nerveux résonnaient horriblement dans ses oreilles. 3 jours plus tard, Nahum fit irruption dans la cuisine d'Ami au petit matin et, en l'absence de son hôte, balbutia une fois de plus un récit désespéré, tandis que Madame Pierce écoutait, pétrifiée de terreur. C'était le petit Merwin cette fois. Il était disparu. Il était sorti tard dans la nuit avec une lanterne et un seau pour aller chercher de l'eau et n'était jamais revenu. Il était devenu fou depuis des jours et ne savait plus rien. Il hurlait à tout ce qui lui arrivait. Un cri affolé avait alors retenti dans la cour, mais avant que le père n'ait pu atteindre la porte, le garçon avait disparu. La lanterne qu'il avait emportée ne brillait plus, et l'enfant lui-même ne laissait aucune trace. À ce moment-là, Nahum pensait que la lanterne et le seau avaient également disparu, mais à l'aube, après être revenu péniblement de sa recherche nocturne dans les bois et les champs, l'homme avait trouvé des choses très étranges près du puits. Il y avait une masse de fer écrasée et apparemment en partie fondue, qui avait certainement été la lanterne, un seau tordu et des cercles de fer noués à côté, à moitié soudés, semblaient indiquer les restes du seau. C'était tout. Nahum était incapable d'imaginer quoi que ce soit, Madame Pierce était muette, et Ami, lorsqu'il fut rentré chez lui et qu'il entendit l'histoire, n'en avait aucune idée. Merwin était parti, et il était inutile d'en parler aux gens des environs, qui fuyaient désormais tous les Gardner. Inutile aussi d'en parler aux habitants d'Arkham qui se moquaient de tout. Thad était parti, et maintenant Merwin aussi. Quelque chose se tramait, tapi dans l'ombre, attendant d'être vu et entendu. Nahum allait bientôt partir, et il voulait qu'Ami prenne soin de sa femme et de Zénas s'il lui survivait. Ce devait être une sorte de châtiment, mais il ne pouvait imaginer lequel, puisqu'il avait toujours suivi les voies du Seigneur, du moins à sa connaissance. Pendant plus de 2 semaines, Ami ne resta sans nouvelles de Nahum, puis inquiet de ce qui avait pu lui arriver, il surmonta ses craintes et se rendit chez les Gardner. Aucune fumée n'échappait de la grande cheminée, et un instant le visiteur redouta le pire. L'aspect de toute la ferme était effroyable. D'herbes et feuilles d'orson grisâtres jonchaient le sol, des vignes tombant en lambeaux fragiles des murs et pignons archaïques, et de grands arbres dénudés se dressaient vers le ciel gris de novembre avec une malice calculée qu'Ami ne put s'empêcher de percevoir comme provenant d'un subtil changement dans l'inclinaison des branches. Mais Ami n'était mort qu'après tout. Il était faible et longé sur un canapé dans la cuisine au plafond grisâtre, mais parfaitement conscient et capable de donner des ordres simples à Zénas. La pièce était glaciale, et tandis qu'Ami frissonnait visiblement, l'hôte griffa Zénas d'une voix rauque pour qu'il lui apporte du bois.
Le bois en effet était cruellement nécessaire. Comme la cheminée caverneuse était éteinte et vide, un nuage de suie rougnolant dans le vent glacial qui descendait par le conduit, Nahum lui demanda si le bois supplémentaire l'avait consolé. C'est alors qu'Amy comprit ce qui s'était passé. La corde la plus solide avait fini par céder et le pauvre fermier était désormais à l'abri de tout chagrin supplémentaire. Interrogeant avec tact, Amy ne parvint à obtenir aucune information claire sur la disparition de Zénas. « Dans le puits, il vit dans le puits », se contenta de répéter le père, l'air absent. Soudain, l'esprit du visiteur se tourna vers la femme folle, et il changea de sujet. « Nahum ? Mais la voilà !» s'exclama surpris le pauvre Nahum. Amy comprit alors qu'il devait partir à sa recherche. Laissant le bavard inoffensif sur le canapé, il prit les clés accrochées au clou près de la porte et monta l'escalier grinçant jusqu'au grenier. L'espace y était exigu et nauséabond, et aucun bruit ne parvenait de nulle part. Des 4 portes visibles, une seule était verrouillée. Il essaya plusieurs clés sur le trousseau qu'il avait pris. La 3e fut la bonne, et après quelques tâtonnements, Amy ouvrit brusquement la porte blanche basse. L'intérieur était plongé dans l'obscurité, car la fenêtre, petite et à demi obstruée par de grossières barreaux de bois, laissait apparaître le moindre détail sur le plancher à large latte. L'odeur était insoutenable, et avant d'aller plus loin, il dut se réfugier dans une autre pièce et revenir les poumons emplis d'air respirable. En entrant enfin, il aperçut une forme sombre dans un coin, et, la voyant plus clairement, il poussa un cri strident. Tandis qu'il hurlait, il crut apercevoir un nuage fugace masquant la fenêtre, et 1 seconde plus tard, il se sentit effleuré comme par un courant de vapeur nauséabond. D'étranges couleurs dansaient devant ses yeux, et si l'horreur présente ne l'avait pas paralysé, il aurait pensé au globe de la météorite que le marteau du géologue avait brisé et à la végétation morbide qui avait poussé au printemps. Mais il ne pensait qu'à l'abomination blasphématoire qui se dressait devant lui et qui, de toute évidence, avait partagé le sort indicible du jeune Thaddée et du bétail. Mais le plus terrible, c'était que l'horreur se dégradait très lentement et de façon perceptible. Amy ne me donna aucun détail supplémentaire sur cette scène, mais la forme dans les coins ne réapparaît pas dans son récit comme un objet en mouvement. Il y a des choses qu'on ne peut dire, et ce que l'on fait en toute humanité est parfois cruellement jugé par la loi. J'en compris qu'aucun objet mobile n'avait été laissé dans cette pièce du grenier, et que laisser là quoi que ce soit capable de bouger aurait été un acte si monstrueux qu'il aurait condamné tout être responsable à des tourments éternels. N'importe qui d'autre qu'un paysan impassible se serait évanoui ou aurait sombré dans la folie, mais Amy franchit en pleine conscience cette porte basse et enferma derrière lui le secret maudit. Il fallait maintenant s'occuper de Nahum, le nourrir, le soigner et le conduire dans un lieu où il pourrait être pris en charge. Commençant à descendre l'escalier obscur, Amy entendit un bruit sourd en contrebas. Il crut même qu'un cri avait été étouffé et se souvint nerveusement de la vapeur humide qu'il avait frôlée dans cette pièce effrayante à l'étage. Quelle présence son cri et son entrée avaient-ils réveillé? Arrêté par une vague peur, il perçut d'autres bruits en bas. Il y avait sans aucun doute une sorte de traînement lourd et un bruit collant des plus répugnants comme celui d'une succion diabolique et immonde. Son intuition exacerbée le poussa à penser, de façon inexplicable, à ce qu'il avait vu à l'étage. Bon Dieu, dans quel monde onirique et infernal s'était-il fourvoyé? Il n'osa ni reculer ni avancer, mais resta là, tremblant, devant le virage noir de l'escalier clos. Chaque détail de la scène s'imprima dans sa mémoire. Les bruits, le sentiment d'une attente angoissante, l'obscurité, la pente abrupte des marches étroites et, Dieu merci, la faible mais indéniable luminosité de toutes les boiseries visibles, marches, côtés, lattes apparentes et poutres. Soudain, un hennissement frénétique retentit du cheval d'Amy, suivi d'un fracas qui annonçait une fuite éperdue. L'instant d'après, la calèche et son attelage avaient disparu, laissant l'homme effrayé sur les marches obscures, se demandant ce qui les avait fait fuir. Mais ce n'était pas tout. Il y avait eu un autre bruit dehors, une sorte d'éclaboussure. De l'eau, ça devait être le puits. Il avait laissé Hérault détaché près du puits, et une roue de calèche avait dû frotter la margelle et faire tomber une pierre.
Et la pâle phosphorescence brillait encore dans ces boiseries d'un autre âge. Mon Dieu, que la maison était vieille! La majeure partie avait été construite avant 1700. Un faible grattement sur le sol, en bas, se fit maintenant entendre distinctement, et Ami serra plus fort un gros bâton qu'il avait ramassé au grenier pour une raison inconnue. Se donnant du courage, il termina sa descente et se dirigea hardiment vers la cuisine. Mais il n'alla pas jusqu'au bout, car ce qu'il cherchait n'était plus là. La chose était venue à sa rencontre et elle était encore vivante d'une certaine manière. Si elle avait rampé ou si elle avait été traînée par une force extérieure, Ami ne pouvait le dire, mais la mort était à l'œuvre. Tout s'était passé dans la dernière demi-heure, mais l'effondrement, le grisonnement et la désintégration étaient déjà bien avancés. Il y avait une horrible fragilité et des fragments secs se détachaient. Ami ne pouvait la toucher, mais regarda avec horreur la parodie déformée qui était un visage. « Qu'est-ce que c'était, Naoum? Qu'est-ce que c'était » murmura-t-il, et les lèvres fendues et gonflées parvinrent tout juste à articuler une dernière réponse. « Rien, rien, la couleur, ça brûle, froid et humide, mais ça brûle, ça vivait dans le puits, je l'ai vu, une sorte de fumée, comme les fleurs de printemps dernier. Le puits brillait la nuit, Tad, Mervyn et Zénas, tout ce qui était vivant, aspirant la vie de tout. Dans cette pierre, ça doit venir de cette pierre, tout l'endroit. Je ne sais pas ce qu'il veut. Cette chose ronde que les hommes du collège ont creusée dans la pierre, ils l'ont brisée. Elle était de la même couleur, exactement la même, comme les fleurs et les plantes. Il y en avait d'autres, des graines, elles ont grandi. Je l'ai vu la première fois cette semaine. Ça a dû être fort sur Zénas. C'était un grand garçon, plein de vie. Ça vous ronge l'esprit et puis ça vous consume. Ça vous consume. Dans l'eau du puits. Tu avais raison. Eau maléfique. Zénas n'est jamais revenu du puits. Impossible de s'échapper. Ça t'attire. Tu sais que quelque chose arrive, mais c'est inutile. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Zénas a été emporté. Où est Nabi, ami ? J'ai la tête qui tourne. Je ne sais plus depuis combien de temps je la nourris. Ça va l'avoir si on ne fait pas attention. Juste une couleur. Son visage est... Parfois, à la tombée de la nuit, cette couleur apparaît, et elle brûle et aspire. Elle vient d'un endroit où les choses sont différentes d'ici. Un de ses professeurs l'a dit. Il avait raison. Attention, ami, ça va faire autre chose. Mais c'était tout. Ce qui avait parlé ne pouvait plus parler, car il s'était complètement effondré. Ami étendit une nappe à carreaux rouges sur ce qui restait et sortit en titubant par la porte de derrière, dans les champs. Il remonta la pente jusqu'au pâturage de 4 hectares et rentra chez lui en trébuchant, en suivant la route du nord et les bois. Il ne pouvait passer devant ce puits d'où ses chevaux s'étaient enfuis. Il l'avait regardé par la fenêtre et avait constaté qu'aucune pierre ne manquait sur le rebord. Alors la calèche cahotante n'avait finalement rien déplacé. Le bruit de l'éclaboussure était autre chose, quelque chose qui avait fini dans le puits, après avoir eu raison du pauvre Naoum. Quand Ami arriva chez lui, la calèche et les chevaux l'avaient précédé, plongeant sa femme dans une profonde angoisse. La rassurant sans plus d'explication, il partit aussitôt pour Arkham et informa les autorités que la famille Gardner avait disparu. Il ne donna aucun détail, se contentant de raconter la mort de Naoum et Nabi, celle de Thaddeus étant déjà connue, et mentionna que la cause semblait être la même étrange maladie qui avait décimé le bétail. Il déclara également que Merwin et Zénas avaient disparu. Un long interrogatoire eut lieu au commissariat et Ami fut finalement contraint d'emmener 3 agents à la ferme des Gardner, ainsi que le coroner, le médecin légiste et le vétérinaire qui avait soigné les animaux malades. Il s'y rendit à contre-cœur, car l'après-midi avançait et il craignait la nuit tombée sur ce lieu maudit, mais la présence de tant de personnes à ses côtés lui apporta un certain réconfort. Les 6 hommes partirent en voiture, suivant le buggy d'Ami, et arrivèrent à la ferme infestée de vermine vers 4 heures. Habitués aux expériences macabres, aucun des officiers ne resta insensible à ce qu'ils découvrirent dans le grenier et sous la nappe à carreaux rouges, au sol. L'aspect général de la ferme, avec sa désolation grise, était déjà terrible, mais ces 2 objets en ruine étaient insoutenables. Personne ne pouvait les regarder longtemps,
et même le médecin légiste admit qu'il y avait peu à examiner. Des échantillons pouvaient bien sûr être analysés, aussi s'empressa-t-il de s'en procurer. C'est alors qu'un événement très étrange se produisit au laboratoire de l'université, où les 2 fioles de poussière furent finalement prélevées. Sous le spectroscope, les 2 échantillons émirent un spectre inconnu, dont plusieurs bandes énigmatiques étaient identiques à celles que l'étrange météorite avait produites l'année précédente. Cette propriété d'émettre ce spectre disparut au bout d'1 mois, la poussière étant ensuite composée principalement de phosphate et de carbonate alcala. Ami n'aurait pas parlé du puits aux hommes s'il avait cru qu'il comptait agir sur le champ. Le soleil se couchait et il était impatient de partir. Mais il ne put s'empêcher de jeter des coups d'œil nerveux au rebord de pierre près du grand ravin, et lorsqu'un détective l'interrogea, il admit que Nahum avait craint quelque chose là-dessous, à tel point qu'il n'avait même pas songé à y chercher Merwin ou Zénas. Dès lors, il n'y eut d'autre choix que de vider et d'explorer le puits immédiatement. Ami dut donc attendre, tremblant, tandis que saut après saut, une eau croupie était remontée et déversée sur le sol détrempé. Les hommes reniflèrent avec dégoût le liquide et, vers la fin, se bouchèrent le nez contre la puanteur qu'ils découvraient. Ce ne fut pas aussi long qu'ils l'avaient craint, car le niveau d'eau était exceptionnellement bas. Inutile de préciser ce qu'ils trouvèrent. Merwin et Zénas étaient tous 2 là, en partie, même si leur reste était principalement des squelettes. On y trouvait aussi un petit cerf et un gros chien dans un état similaire, ainsi que plusieurs ossements de petits animaux. La vase et la boue au fond semblaient inexplicablement poreuses et bouillonnantes, et un homme qui descendit en s'appuyant sur des prises avec une longue perche constata qu'il pouvait enfoncer le manche en bois à n'importe quelle profondeur dans la boue du sol sans rencontrer d'obstacle solide. Le crépuscule était tombé et l'on apporta des lanternes de la maison. Puis, constatant que le puits ne donnait plus rien, chacun rentra et délibéra dans le vieux salon, tandis que la lueur intermittente d'un demi-monde spectral jouait faiblement sur la grisaille environnante. Les hommes étaient franchement déconcertés par toute cette affaire et ne trouvaient aucun élément commun convaincant reliant l'étrange état de la végétation, la maladie inconnue qui touchait le bétail et les humains, et la mort inexpliquée de Merwin et Zénas dans le puits maudit. Ils avaient entendu les rumeurs du village, certes, mais ils ne pouvaient croire qu'un phénomène contraire aux lois de la nature se soit produit. Sans doute la météorite avait-elle empoisonné le sol, mais la maladie des personnes et des animaux qui n'avaient rien consommé qui y ait poussé était une autre affaire. L'eau du puits était-elle en cause ? Fort possible, il serait judicieux de l'analyser. Mais quelle folie étrange avait bien pu pousser les 2 garçons à se jeter dans le puits ? Leurs actes étaient si semblables, et les fragments retrouvés montraient qu'ils avaient tous 2 succombé à cette mort grise et fragile. Pourquoi tout était-il si gris et si fragile ? Le médecin légiste, assis près d'une fenêtre donnant sur la cour, qui remarqua le premier la lueur autour du puits. La nuit était tombée, et tous ces lieux sinistres semblaient faiblement illuminés par d'autres rayons que ceux de la lune. Mais cette nouvelle lueur était nette et distincte, et semblait jaillir du puits noir comme un rayon atténué de projecteur, projetant des reflets ternes dans les petites flaques d'eau où le puits avait été vidé. Sa couleur était étrange, et tandis que tous les hommes se pressaient autour de la fenêtre, Ami sursauta violemment, car ce rayon étrange d'une miasme sinistre ne lui était pas étranger. Il avait déjà vu cette couleur, et il craignait d'en imaginer la signification. Il l'avait vue dans la vilaine globule cassante de cet aérolithe 2 étés auparavant, dans la végétation exubérante du printemps, et il avait cru l'apercevoir un instant, ce matin même, contre la petite fenêtre à barreaux de cette terrible pièce mansardée où des choses innommables s'étaient produites. Un éclair avait jailli un instant, et un courant de vapeur nauséabond et visqueux l'avait frôlé, et le pauvre Nahum avait été saisi par quelque chose de cette couleur. Il l'avait dit à la fin, il avait dit que c'était comme la goutte et les plantes. Après cela, il y avait eu la fuite dans la cour et l'éclaboussure dans le puits, et maintenant ce puits crachait dans la nuit un pâle rayon insidieux de la même teinte démoniaque. Il faut reconnaître à la vivacité d'esprit d'Ami le fait qu'il se soit interrogé, même en ce moment tendu, sur un point essentiellement scientifique. Il ne pouvait s'empêcher de s'étonner d'avoir la même impression à la vue d'une vapeur aperçue en plein jour contre une fenêtre ouverte sur le ciel du matin et d'une exhalation nocturne perçue comme une brume phosphorescente sur le paysage noir et dévasté. Ce n'était pas normal, c'était contre nature, et il repensa aux terribles dernières paroles de son ami terrassé. Ça vient d'un endroit où les choses ne sont pas comme ici. Un de ses professeurs l'a dit. Les 3 chevaux, attachés dehors à 2 jeunes arbres desséchés au bord de la route,
hennissait et grattait frénétiquement. Le conducteur de la charrette se dirigea vers la porte pour intervenir, mais Ami posa une main tremblante sur son épaule. « Ne sors pas par là, murmura-t-il. Il y a plus à dire que ce que nous savons. Naham a dit que quelque chose vivait dans le puits et vous aspirait la vie. Il a dit que ça devait être quelque chose qui avait poussé à partir d'une boule ronde, comme celle que nous avons tous vue dans la météorite tombée en juin dernier. Ça aspire et brûle, a-t-il dit. Et ce n'est qu'un nuage de couleur, comme cette lumière là-bas maintenant, qu'on distingue à peine et dont on ne peut pas dire ce que c'est. Naham pensait que ça se nourrissait de tout ce qui vit et que ça devenait de plus en plus fort. Il a dit l'avoir vu la semaine dernière. Ça doit venir de très loin dans le ciel, comme les hommes du collège l'ont dit pour la météorite l'année dernière. Sa façon d'être faite et son mode de fonctionnement sont impossibles à imaginer. C'est quelque chose d'au-delà. Les hommes s'arrêtèrent donc, indécis, tandis que la lumière du puits s'intensifiait et que les chevaux attelés piaffaient et hennissaient dans une frénésie croissante. C'était un moment véritablement épouvantable. La terreur régnait dans cette maison antique et maudite. 4 monstrueux ensembles de fragments, 2 provenant de la maison et 2 du puits, gisaient dans le bûcher derrière, et ce rayon d'irisation inconnu et impie jaillissait des profondeurs visqueuses devant eux. Ami avait retenu le cocher sur un coup de tête, oubliant qu'il était lui-même indemne après avoir effleuré de sa peau humide cette vapeur colorée dans le grenier, mais peut-être valait-il mieux qu'il ait agi ainsi. Nul ne saura jamais ce qui se tramait cette nuit-là, et bien que le blasphème venu d'outre-tombe n'eût jusqu'alors blessé aucun être humain à l'Esprit Saint, nul ne saurait dire ce qu'il n'aurait pas pu faire à ce dernier instant avec sa force apparemment décuplée et les signes particuliers de son dessein qu'il avait bientôt manifesté sous le ciel à demi nuageux et éclairé par la lune. Aussitôt, l'un des détectives à la fenêtre laissa échapper un petit cri étouffé. Les autres le regardèrent, puis suivirent rapidement son regard vers le haut, jusqu'au point où ses vagabondages s'étaient soudainement arrêtés. Nul besoin de mots. Ce qui avait fait l'objet de commérages de campagne ne l'était plus, et c'est pour cette raison que tous les membres de ce parti s'accordèrent à murmurer plus tard que l'on ne parle jamais de jours étranges à Arkham. Il faut supposer qu'il n'y avait pas de vent à cette heure du soir. Il se leva peu après, mais il n'y en avait absolument pas alors. Même les pointes sèches de la moutarde des haies, grises et flétries, et la frange du toit du chariot démocrate à l'arrêt restaient immobiles. Et pourtant, au milieu de ce calme tendu et impie, les hautes branches nues de tous les arbres de la cour frémissaient. Ils étaient pris de spasmes morbides et convulsifs, griffant les nuages éclairés par la lune dans une folie convulsive et épileptique. Grattant impuissant dans l'air nauséabond comme secoué par une ligne de liaison alliée et immatérielle avec des horreurs souterraines se tordant et luttant sous les racines noires. Pendant plusieurs secondes, pas un souffle ne fut retenu. Puis un nuage d'une obscurité plus profonde passa devant la lune et la silhouette des branches crispées s'estompa un instant. À cet instant, un cri général s'éleva, étouffé par la terreur, mais rauque et presque identique sur toutes les gorges. Car la terreur ne s'était pas dissipée avec la silhouette, et dans un instant terrifiant d'obscurité plus profonde, les témoins virent se tortiller à la cime des arbres 1000 points minuscules d'une faible et sinistre lueur, faisant basculer chaque branche comme le feu de Saint-Elme ou les flammes qui descendent sur la tête des apôtres à la Pentecôte. C'était une constellation monstrueuse de lumière surnaturelle, comme un essaim repoussant de lucioles gorgées de cadavres, dansant des sarabandes infernales au-dessus d'un marais maudit, et sa couleur était cette même intrusion innommable qu'Ami avait appris à reconnaître et à redouter. Pendant ce temps, le rayon de phosphorescence émanant du puits s'intensifiait sans cesse, inspirant aux hommes rassemblés un sentiment de fatalité et d'étrangeté qui dépassait de loin toute image que leur esprit conscient pouvait concevoir. Ce n'était plus une lueur, mais un flot incessant. Et lorsque ce flot informe de couleur indéfinissable quitta le puits, il semblait se jeter directement dans le ciel. Vétérinaire frissonna et se dirigea vers la porte d'entrée pour y déposer la lourde barre supplémentaire. Ami tremblait tout autant et, faute de pouvoir contrôler sa voix, il dut tirer et montrer du doigt pour attirer l'attention sur la luminosité croissante des arbres.
Les hennissements et les piétinements des chevaux étaient devenus absolument terrifiants, mais aucun des habitants de la vieille maison n'aurait osé s'aventurer dehors pour le moindre gain terrestre. À chaque instant, l'éclat des arbres s'intensifiait, tandis que leurs branches agitées semblaient se tendre toujours plus vers la verticale. Le bois du ramoneur brillait à présent, et bientôt un policier désigna d'un air absent des cabanes en bois et des ruches près du mur de pierre à l'ouest. Elles commençaient elles aussi à briller, bien que les véhicules des visiteurs, amarrés à l'extérieur, semblaient pour l'instant insensibles à la lumière. Puis il y eut un vacarme sauvage et des bruits de sabots sur la route, et tandis qu'Amy éteignait la lampe pour mieux voir, ils réalisèrent que la bande de gris affolés avait cassé leur jeune arbre et s'était enfuie avec le chariot des démocrates. Le choc libéra plusieurs langues, et des chuchotements gênés s'élevèrent. « Ça se propage à tout ce qui est organique ici », murmura le médecin légiste. Personne ne répondit, mais l'homme qui était descendu dans le puits laissa entendre que sa longue perche avait dû remuer quelque chose d'intangible. « C'était horrible », ajouta-t-il. « Il n'y avait pas de fond, juste de la vase, des bulles et la sensation de quelque chose qui rôdait en dessous. » Le cheval d'Amy continuait de pilonner et de hennir à plein poumon sur la route, couvrant presque le faible tremblement de son propriétaire qui marmonnait ses pensées confuses. « Ça vient de cette pierre, ça a poussé là-bas, ça a tout fait vivre, ça s'est nourri d'eux, corps et âme, Tad et Merwin, Zénas et Nabi, Nahum est-elle le dernier. Ils ont tous bu l'eau, elle est devenue puissante en eux, elle vient d'au-delà, d'où les choses ne sont pas comme ici. Maintenant, elle retourne chez elle. » À cet instant précis, tandis que la colonne de couleurs inconnues s'intensifiait soudain et commençait à dessiner des formes fantastiques que chaque spectateur décrivit plus tard différemment, un hennissement, comme jamais auparavant ni depuis n'avait été entendu d'un cheval, s'éleva du pauvre Hiro, attaché à sa monture. Tous les occupants de ce salon à l'acoustique feutrée se bouchèrent les oreilles, et Amy, horrifiée et nauséeuse, se détourna de la fenêtre. Les mots lui manquaient. Lorsqu'elle regarda de nouveau, la malheureuse bête gisait inerte, recroquevillée sur le sol éclairé par la lune, entre les brancards brisés de la calèche. Ce fut la dernière fois qu'on vit Hiro jusqu'à son enterrement le lendemain. Mais le moment n'était pas venu de pleurer, car presque à cet instant, un détective attira discrètement l'attention sur quelque chose d'effroyable qui se trouvait dans la pièce même où il se trouvait. Dans l'obscurité de la lampe, il était clair qu'une faible phosphorescence avait commencé à envahir tout l'appartement. Elle brillait sur le plancher à large latte, là où le tapis de chiffon le laissait nu, et scintillait sur les châssis des petites fenêtres à carreaux. Elle se propageait le long des montants d'angle exposés, scintillait sur l'étagère et la cheminée et infectait les portes et les meubles. À chaque minute, elle s'intensifiait. Et il devint finalement évident que les êtres vivants sains devaient quitter cette maison. Amy leur montra la porte de derrière et le chemin qui montait à travers les champs jusqu'au pâturage de 4 hectares. Ils marchaient et trébuchaient comme dans un rêve, sans oser se retourner avant d'être loin sur les hauteurs. Ils étaient contents d'avoir pris ce chemin, car ils n'auraient pas pu emprunter celui de devant, près de ce puits. C'était déjà assez pénible de passer devant la grange et les remises illuminées et ces arbres fruitiers luisants aux contours noueux et diaboliques, mais, grâce à Dieu, les branches se tordaient le plus haut. La lune passa sous d'épais nuages noirs lorsqu'ils franchirent le pont rustique sur le ruisseau Chapman et la marche jusqu'aux prairies ouvertes se fit à tâtons. Lorsqu'ils se retournèrent vers la vallée et la propriété des Gardner, au loin, en contrebas, ils découvrirent un spectacle effroyable. Toute la ferme luisait d'un hideux mélange de couleurs inconnues. Les arbres, les bâtiments et même l'herbe et les végétaux qui n'avaient pas encore été entièrement transformés en une fragilité grise et mortelle. Les branches se tendaient vers le ciel, coiffées de langues de flammes immondes, et de faibles lueurs de ce même feu monstrueux rampaient le long des faîtières de la maison, de la grange et des remises. C'était une scène digne d'une vision de Fuseli, et sur tout cela régnait ce déchaînement d'une luminosité amorphe, cet arc-en-ciel étranger et sans dimension d'un poison cryptique jailli du puits, bouillonnant, palpitant, léchant, s'étendant, scintillant, tendu et bouillonnant malicieusement dans son chromatisme cosmique et méconnaissable.
Puis, sans prévenir, l'hideuse chose jaillit verticalement vers le ciel comme une fusée ou un météore, sans laisser de traces et disparaissant dans un trou rond et étrangement régulier dans les nuages, avant même que quiconque puisse pousser un cri. Nul ne peut oublier ce spectacle, et Ami fixa d'un regard vide les étoiles de Cygnus, d'énèbres scintillantes au-dessus des autres, là où la couleur inconnue s'était fondue dans la Voie lactée. Mais son regard fut aussitôt ramené à la réalité par un crépitement dans la vallée. Ce n'était rien d'autre qu'un craquement de bois, et non une explosion, comme tant d'autres membres du groupe l'avaient juré. Pourtant, le résultat fut le même, car en un instant fiévreux et kaléidoscopique, jaillit de cette ferme maudite un cataclysme d'une éruption étincelante, un déluge d'étincelles et de substances surnaturelles, brouillant la vue des rares témoins et projetant vers le zénith une pluie torrentielle de fragments si colorés et fantastiques que notre univers se doit de les renier. À travers des volutes de vapeur qui se refermaient aussitôt, ils suivirent la grande morbidité qui avait disparu, et en une seconde, ils avaient disparu eux aussi. Derrière et en dessous, il n'y avait que des ténèbres où les hommes n'osaient plus retourner, et tout autour d'eux soufflait un vent qui se levait en rafales noires et glacées venues de l'espace interstellaire. Il hurlait et s'abattait sur les champs et les bois déformés dans une frénésie cosmique folle, jusqu'à ce que le groupe tremblant comprit qu'il serait inutile d'attendre que la lune révèle ce qui restait là-bas, chez Naum. Trop terrifiés pour même esquisser quelques hypothèses, les 7 hommes tremblants regagnèrent Arkham par la route du nord. Ami était plus abattu que les autres et les supplia de le voir dans sa cuisine plutôt que de poursuivre leur route vers la ville. Il ne voulait pas traverser seul les bois dévastés et balayés par le vent pour rejoindre sa maison sur la route principale. Car il avait été bouleversé d'apprendre que les autres avaient été épargnés, et une peur sourde, qu'il n'oserait même pas exprimer pendant de longues années, l'avait accablé à jamais. Tandis que les autres guetteurs, postés sur cette colline tumultueuse, tournaient impassiblement leur visage vers la route, Ami avait jeté un dernier regard en arrière vers la vallée désolée et ombragée, qui, peu de temps auparavant, abritait son ami infortuné. Et de ce lieu lointain et désolé, il avait vu quelque chose s'élever faiblement, pour ensuite retomber à l'endroit même d'où l'horreur informe avait jailli vers le ciel. Ce n'était qu'une couleur, mais aucune des couleurs de notre terre ou de nos cieux. Et parce qu'Ami a reconnu cette couleur et savait que ce dernier vestige ténu devait encore se cacher là, au fond du puits, il n'a plus jamais été tout à fait lui-même depuis. Ami ne s'approcherait plus jamais de cet endroit. 44 ans se sont écoulés depuis l'horreur, mais il n'y est jamais retourné et se réjouira lorsque le nouveau réservoir l'effacera. Je m'en réjouirai aussi, car je n'aime pas la façon dont la lumière du soleil changeait de couleur autour de l'embouchure de ce puits abandonné que j'ai croisé. J'espère que l'eau y sera toujours très profonde, mais même ainsi, je n'y boirai jamais. Je ne pense pas remettre les pieds dans la région d'Arkham. 3 des hommes qui avaient accompagné Ami revinrent le lendemain matin pour voir les ruines à la lumière du jour. Mais il n'y avait pas de véritables ruines, seulement les briques de la cheminée, les pierres de la cave, quelques débris minéraux et métalliques épars et le rebord de ce puits maudit. Hormis le cheval mort d'Ami, qu'ils emportèrent et enterrèrent, et la calèche qu'ils lui rendirent peu après, toute vie avait disparu. 5 acres de désert gris et poussiéreux, sinistre et désolé, demeuraient, et rien n'y a jamais poussé depuis. Aujourd'hui encore, elle s'étend à perte de vue, telle une vaste étendue rongée par l'acide dans les bois et les champs, et les rares personnes qui ont osé l'apercevoir, malgré les légendes rurales, l'ont surnommée la lande maudite. Les récits ruraux sont étranges. Ils le seraient peut-être encore plus si les citadins et les chimistes universitaires s'intéressaient suffisamment à l'analyse de l'eau de ce puits abandonné, ou de cette poussière grise que le vent semble incapable de disperser. Les botanistes devraient aussi étudier la flore rabougrie qui borde cet endroit, car elle pourrait éclairer l'idée répandue à la campagne que le fléau se propage petit à petit, peut-être de 2,5 cm par an. On dit que la couleur de l'herbe voisine est inhabituelle au printemps et que les animaux sauvages laissent d'étranges empreintes dans la neige légère de l'hiver. La neige ne semble jamais aussi lourde sur la lande désolée qu'ailleurs. Les chevaux, les rares qui subsistent à l'ère de l'automobile, deviennent craintifs dans la vallée silencieuse, et les chasseurs ne peuvent se fier à leurs chiens trop près de la tache de poussière grisâtre.
On dit que les influences mentales sont très néfastes. Le nombre de personnes disparues devint étrange dans les années qui suivirent la capture de Naoum, et elles furent toujours incapables de s'échapper. Alors les plus forts d'esprit quittèrent la région, et seuls les étrangers tentèrent de vivre dans les vieilles fermes délabrées. Ils ne purent cependant pas rester, et l'on se demande parfois quelle perspicacité, au-delà de la nôtre, leurs histoires étranges et mystérieuses de magie murmurée leur ont apporté. Leurs rêves nocturnes, protestent-ils, sont horribles dans ce pays grotesque, et assurément, la simple vue de ce royaume obscur suffit à éveiller une imagination morbide. Aucun voyageur n'a jamais échappé à un sentiment d'étrangeté dans ces profonds ravins, et les artistes frissonnent en peignant ces forêts denses, dont le mystère relève autant des esprits que de la perception. Je suis moi-même curieux de la sensation que j'ai éprouvée lors de ma seule promenade solitaire, avant qu'Amy ne me raconte son histoire. Au crépuscule, j'avais vaguement souhaité que quelques nuages s'amoncellent, car une étrange timidité face au profond vide du ciel s'était insinuée en moi. Ne me demandez pas mon avis. Je n'en sais rien, c'est tout. Il n'y avait personne d'autre qu'Amy à qui poser des questions, car les gens d'Arkham ne parlent pas de ces jours étranges, et les 3 professeurs qui ont vu l'aérolite et sa globule colorée sont morts. Il y avait d'autres globules, soyez-en sûrs. L'un a dû se nourrir et s'échapper, et il y en avait probablement un autre, mais il était trop tard. Sans doute est-il encore au fond du puits. Je sais que la lumière du soleil que j'ai aperçue au-dessus de ce bord miasmatique avait quelque chose d'étrange. Les paysans disent que le fléau progresse de 2 centimètres par an, alors peut-être y a-t-il une sorte de croissance ou de nourriture même maintenant. Mais quel que soit le démon qui y est, il doit être attaché à quelque chose, sinon il se propagerait rapidement. Est-il accroché aux racines de ces arbres qui griffent l'air ? Une des histoires qui circulent actuellement à Arkham parle de chênes gras qui brillent et bougent d'une façon anormale la nuit. Ce que c'est, Dieu seul le sait. Du point de vue de la matière, je suppose que ce qu'Amy a décrit serait un gaz, mais ce gaz obéissait à des lois qui ne sont pas celles de notre cosmos. Ce n'était pas le fruit de ces mondes et de ces soleils qui brillent sur les télescopes et les plaques photographiques de nos observatoires. Ce n'était pas le souffle des cieux dont nos astronomes mesurent les mouvements et les dimensions, ou qu'ils jugent trop vastes pour être mesurés. C'était simplement une couleur venue de l'espace, un messager terrifiant des royaumes informes de l'infini au-delà de toute nature telle que nous la connaissons, des royaumes dont la simple existence nous sidère et nous engourdit par les gouffres noirs extracosmiques qu'elle ouvre devant nos yeux affolés. Je doute fort qu'Amy m'ait menti consciemment, et je ne crois pas que son récit fût un simple délire, comme les habitants l'avaient prédit. Quelque chose de terrible s'est abattu sur les collines et les vallées avec cette météorite, et quelque chose de terrible, dont j'ignore l'ampleur, y demeure encore. Je serais heureux de voir l'eau arriver. En attendant, j'espère qu'il n'arrivera rien àAmy. Il a tant vu de cette chose, et son influence était si insidieuse. Pourquoi n'a-t-il jamais pu s'en éloigner ? Comme il se souvenait clairement des dernières paroles de Naoum, « Impossible de s'échapper, cela vous attire, vous savez que quelque chose arrive, mais c'est inutile. »Amy est un si bon vieil homme. Quand l'équipe du réservoir se mettra au travail, je devrais écrire à l'ingénieur en chef pour qu'il le surveille de près. Je ne voudrais pas le voir comme cette créature grise, tordue et fragile qui trouble de plus en plus mon sommeil.